va passer la parole à Véronique Mondin, le docteur Véronique Mondin, qui est chef de service d'infectiologie à Nice, c'est ça? Et dont je regardais sur les articles de presse que la consultation ne désemplit pas depuis qu'elle propose des outils complémentaires, notamment dans le cadre des cystites récidivantes. Et tu vas nous parler d'hypnocyste, qui est l'hypnose comme outil thérapeutique chez des femmes présentant des cystites, des infections urinaires récidivantes. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir permis de parler de ce travail. Effectivement, moi je suis infectiologue au CHU de Nice. Mais là, je vais peut-être utiliser mon autre casquette, qui est celle du développement de la médecine intégrative, et notamment ici d'un outil d'hypnothérapie médicale. Alors, je me suis formée à l'hypnose il y a quelques années, mais finalement, j'ai aussi fait des formations complémentaires auprès de Jean Becchio, qui utilise des techniques d'activation de conscience. Et c'est un petit peu ce que je veux essayer de prôner ici. Puis notre CHU de Nice, finalement, a un historique assez ancien par rapport à cette approche intégrative, puisque notre doyen Patrick Baquet avait en 2015 formé l'Observatoire des médecines non conventionnelles, que nous avons aujourd'hui un peu étendu à la création d'un département de médecine intégrative. Alors, je voudrais passer la diapo suivante. Voilà. Alors, d'abord, il va falloir qu'on explique un petit peu de quoi on parle avec les cystites. Alors, je suis désolée, mais on va faire un petit peu d'infectiologie aussi. Alors, les cystites, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une infection bactérienne vésicale. C'est assez fréquent puisque ça touche 4% des femmes et c'est défini par la présence d'au moins 4 épisodes annuels. Donc, vous voyez que c'est une pathologie qui est très fréquente, dont on connaît assez mal la physiopathologie encore, même si, bien sûr, on incrimine des bactéries, et notamment la Escherichia coli, qui est le plus emblématique, et qui agit par le biais de facteurs d'adhésion à la muqueuse urothéliale. Sûrement, il y a d'autres mécanismes. Et parmi les facteurs favorisants, le plus connu est celui de la connotation hormonale, sexuelle, avec 2 pics, vous savez, des cystites, celle de la jeune mariée, comme on dit, qui est due plutôt à l'activité sexuelle initiale, mais parfois il y a déjà une sécheresse vaginale, mais surtout la carence en œstrogène qui s'installe avec la ménopause et qui est responsable de ce qu'on appelle le SGUM. C'est pas très joli, mais c'est syndrome génito-urinaire de la ménopause et qui ressemble à s'y méprendre aussi aux symptômes des cystites. Alors, on a aussi décrit des troubles digestifs qui peuvent favoriser la chose. Dans la littérature, c'est plutôt la constipation. En réalité, dans notre étude, c'est beaucoup plus souvent la diarrhée, ce qui est un peu plus logique d'ailleurs, et les poussées hémorroïdaires. Il y a des facteurs génétiques, sûrement, puisqu'il y a certaines personnes qui en ont depuis la petite enfance. On les connaît encore assez peu. Mais ce qui a été particulier dans notre étude et que je veux vraiment développer ici, c'est l'importance des troubles anxieux, des troubles, on va dire, accompagnants et notamment du facteur stress déclenchant les cystites, qui n'est pas tellement connu dans la littérature. Il y a 1 ou 2 études antérieures à ça, mais qu'on a trouvé chez 34% de nos patientes, qui est vraiment majeur. Alors, ces cystites, elles peuvent survenir chez des patientes qui ont un appareil urinaire tout à fait normal, donc ça s'appelle des cystites récidivantes simples, mais elles peuvent aussi survenir chez des femmes qui ont ce qu'on appelle des facteurs de complications. Alors, ça peut être l'âge supérieur à 75 ans, mais c'est aussi toute anomalie anatomique ou fonctionnelle de l'appareil urinaire, et c'est bien évidemment aussi tout ce qui est immunodépression. Alors, classiquement, dans l'imaginaire collectif et notamment médical, la cystite récidivante, c'est quelque chose de bénin. En réalité, pas du tout dans ce groupe-là, puisque déjà, elles ont au moins fait une pyélonéphrite dans 30% des cas de ce groupe. Mais surtout, ça a un impact majeur, un impact sur la vie sociale, un impact sur la vie sexuelle, bien évidemment, un impact sur la vie professionnelle, mais aussi dans le problème du parcours de soins, parce que ces patientes déjà anxieuses ont beaucoup de difficultés à obtenir des réponses, des rendez-vous rapides, des rendez-vous par rapport à leur prescription d'antibiotiques ou d'analyse, et sont confrontées à cette difficulté. Et quand elles voient le médecin, elles ont en général une réponse monolithique, qui est la réponse antibiotique. Et si vous voulez, on ne tient pas beaucoup compte de leurs douleurs, qui sont intenses et qui durent dans les études à peu près 7 jours. Il y a également une ambiance particulière que j'appelle le catastrophisme bactérien, qui est une peur vraiment immodérée des infections et qui est souvent véhiculée par le corps médical lui-même, qui a une belle responsabilité dans l'histoire. C'est vrai que dans ce groupe, ces patientes ont plus souvent des bactéries multirésistantes que dans les autres groupes, puisque finalement, elles prennent beaucoup plus souvent des antibiotiques.
Il y a un problème du coût, le coût à la fois des consultations, des traitements, de tout ça qui doit être négligeable. Et puis pour finir, eh bien, il y a une certaine résignation qui s'installe, notamment quand le médecin finit par dire la phrase fatidique « Madame, je ne peux plus rien faire pour vous ». Et d'ailleurs, j'ai vu encore hier une dame de 90 ans absolument charmante qui me disait que son médecin traitant refusait de lui prescrire des antibiotiques parce qu'elle en demandait trop souvent alors qu'elle avait d'authentiques cystites, et la secrétaire de confirmer « Madame, il va falloir vivre avec ». Donc finalement, cette formation à l'hypnose que j'ai faite m'a permis d'utiliser cet outil. Vous savez que l'hypnose, je ne vais pas l'apprendre à toutes les personnes qui sont ici. C'est vraiment important de considérer que c'est avant tout une relation entre un médecin et son patient qui est faite de confiance et qui est faite d'écoute. Et qu'on utilise pour faire cette hypnose un langage particulier, une relation particulière, qui va utiliser beaucoup l'imaginaire, la sensorialité et aussi un certain nombre de ressources que le patient va développer lui-même et qui va faire qu'il va être finalement un acteur de sa santé. Et ça qui est vraiment très, très important. Il va participer. Alors, on sait maintenant, grâce à l'IRM, au PET scan et ce genre de choses, on sait qu'il y a bien sûr des zones qui sont particulièrement activées dans l'hypnose. Mais on sait aussi que souvent le nerf vague intervient beaucoup, notamment dans son équilibre, dans sa stimulation auprès des viscères, aussi aux ressentis douloureux qui sont très importants dans ce genre de pathologie. Ce qui est important, c'est que finalement cette hypnose, quand on l'explique à la patiente, petit à petit, elle arrive ou même rapidement en fait, elle arrive à intégrer des éléments d'auto-hypnose qui fait qu'elle va pouvoir toute seule être en capacité de faire cet exercice qui va tendre vers la réalisation de l'objectif qu'elle s'est fixé. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à proposer de l'hypnose chez ces patientes? Eh bien, c'est cette prise en compte finalement de l'importance des facteurs psycho-émotionnels et des symptômes douloureux dans ces cystites. Alors, vous savez bien sûr que nous sommes des enfants de Descartes et de Louis Pasteur, et que finalement, on a tous une vision médecin assez mécaniste de la maladie. Mais quand même, dans plusieurs traditions, la vision du patient et de la maladie est beaucoup plus globale, elle est beaucoup plus holistique. Et c'est un déséquilibre, en fait, de cet état qui permet l'apparition. Mais Claude Bernard disait aussi que le microbe n'est rien et que le terrain est tout. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le méridien de la vessie est en lien avec l'émotion de la peur, de l'anxiété, de l'insécurité. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve chez nos patientes. Et finalement, c'est cette vision globale de l'histoire unique de chaque patiente qui incite à l'approche complémentaire de type hypnose. On a vu déjà dans ce congrès que cette hypnose donnait des résultats très intéressants dans d'autres pathologies qui ont des relations quand même avec les cystites récidivantes, comme notamment le syndrome de l'intestin irritable, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Déjà, on a mis en place une consultation dédiée en fabriquant avec l'ensemble du réseau Infectio-PACAS, c'est un groupe de médecins, d'infectiologues, d'urologues, de gynécos et de généralistes. On a donc fait un certain nombre d'outils qui nous ont permis d'utiliser au mieux les ressources de nos patientes. Et tout d'abord, un guide d'entretien qui est un petit peu sur la gauche, mais il y en a 3-4 pages, qui est très complet, qui nous permet de poser des questions très exhaustives sur le mode de vie des patients, sur les facteurs favorisants, sur leurs ressentis et surtout sur leur imagination, sur leur façon d'imaginer comment est-ce que ces cystites pouvaient avoir un retentissement sur leur mode de vie et sur leur morale. Et puis à côté, on a fait des fiches d'information que l'on rend à ces patients aussi, et qui sont des fiches issues déjà d'une thèse qualitative sur les besoins et attentes des patients, qui leur permet déjà aussi d'avoir une approche très intégrative, puisqu'on aborde dans ces fiches le côté, par exemple, alimentation, le côté phytoaromathérapie, et le côté approche psychocorporelle, notamment le yoga, dont on a bien entendu parler aussi aujourd'hui. Mais finalement, chez certaines patientes qui étaient particulièrement anxieuses et qui étaient en impasse thérapeutique malgré un traitement optimal, eh bien, on a proposé de construire un protocole qui s'appelle le protocole Hypnosist, qui a fait aussi l'objet d'une thèse et qui est en cours de publication. Alors, qu'est-ce que c'est Hypnosist? C'est une étude contrôlée de preuve de concept monocentrique, interventionnelle, non randomisée, sur 15 patientes, qui est un chiffre assez faible, mais comme j'ai fait toutes les séances d'hypnose, c'est pas toujours très facile d'organiser tout ça dans mon activité.
L'objectif principal, c'était l'amélioration des paramètres psychologiques après 3 séances d'hypnose, espacées à peu près d'1 mois. Et les patientes devaient normalement faire de l'auto-hypnose chez elles ou alors écouter une bande que j'ai enregistrée sur YouTube qui est plus de la relaxation hypnotique. Cet objectif principal était évalué sur l'échelle anxiété-dépression de Hamilton. Il y avait des objectifs secondaires, c'était bien sûr la douleur aiguë et chronique sur les échelles visuelles analogiques et la réponse à d'autres échelles sur leur satisfaction globale, leur capacité à gérer les symptômes, l'autonomie, la sexualité, nombre de crises de cystite, la prise d'antibiotiques et de visites et le coût dans toute l'année qui correspondait au protocole. Et puis en ce qui concerne le contenu des séances d'hypnose, elles étaient bien sûr individualisées en fonction des objectifs des patientes et elles étaient en général élaborées soit sur la gestion du stress, soit sur la douleur, soit sur la représentation des infections. Donc voilà un peu le déroulé de l'étude. C'est donc une interne qui a fait sa thèse sur ce sujet, qui remplissait avec les patients toutes les échelles analogiques et tous les questionnaires concernant donc ces paramètres et ces objectifs ces 3 objectifs secondaires. Et donc je réalisais les séances d'hypnose pendant les 3 premiers mois. Elles étaient donc suivies à 3 mois, 6 mois et à 1 an. Alors, quelles étaient les caractéristiques de ces patientes? Déjà, on voit que l'âge moyen était de 65 ans. En fait, il y avait beaucoup de patientes âgées, puisque dans la cohorte, il y avait une patiente de 22 ans, une autre de 35 ans, une de 45, puis après, toutes les autres étaient plutôt des dames plutôt après 75 ans, voire même un petit peu plus. Mais ce qui est particulier dans cette étude et qui est très rarement étudié dans la littérature médicale, et notamment infectiologique, c'est que 14 sur 15 avaient des facteurs de complications, des facteurs importants, qui étaient des interventions sur les troubles de la statique pelvienne ou bien des interventions pour cancer, assez souvent des problèmes de cystite radique ou d'immunosuppression. Donc c'était vraiment des facteurs qui étaient à noter puisque ces patientes avaient une histoire de cystite récidivante qui était très complexe, puisque vous voyez ici leurs caractéristiques, leurs données quantitatives du moment où elles ont été incluses, et vous voyez qu'elles faisaient des cystites environ 15 épisodes par an, elles avaient 12 ECBU par an, 14 traitements antibiotiques, elles voyaient le médecin presque 11 fois, et au final, le coût de ces cystites représentait à peu près 535 € annuels. Alors, quel a été le résultat sur l'objectif principal, anxiété-dépression? Vous voyez tout de suite que sur la courbe bleue qui représente l'efficacité sur l'anxiété, on a atteint très vite, dès le premier mois, une diminution de cette anxiété qui est restée très significative tout le long de la durée du protocole. Alors, en ce qui concerne l'objectif sur la douleur, il y a la douleur aiguë et la douleur chronique. Alors, on peut se poser des questions que pourquoi une douleur chronique dans une cystite récidivante? En fait, c'est parce qu'il y avait assez souvent des pathologies associées chez ces patientes, notamment comme la cystite interstitielle, des douleurs pelviennes chroniques, des cystalgies. Et finalement, quand on a 15 épisodes de cystite par an, il s'installe assez souvent un état douloureux, un fond douloureux chronique qui est assez notable. Et on voit qu'il y a donc une diminution de la douleur qui est moins perceptible dans la douleur aiguë, mais on verra que c'est pondéré par le fait qu'elles ont pratiquement plus de cystite. Donc finalement, c'est pas à la limite aussi grave que ça. Et donc, regardons les données quantitatives au bout d'1 an de prise en charge, et c'est ça qui est particulièrement intéressant. En fait, ces patientes n'ont plus expérimenté que 5 cystites en moyenne dans leur année, au lieu des 15 avant. Elles ont pratiquement eu la moitié de traitements antibiotiques, de consultations médicales, et la moitié de coûts dispensés pendant cette année de soins, inclus bien sûr les consultations d'hypnose. Donc, quand on regarde les résultats en synthèse, on voit qu'il y a une réduction significative de l'anxiété, des douleurs chroniques, une réduction importante du nombre des cystites, puisque c'est très significatif, et une satisfaction globale des patientes qui est de 73%. Mais dans cette satisfaction globale, je pense que c'est très important de bien prendre en compte que ces patients n'ont jamais été évalués dans une
dans un protocole, et que même au niveau infectiologique, en fait, elles ne font jamais l'objet de protocole parce que justement, on pense que leur cas est trop complexe et doit passer par une évaluation multidisciplinaire. Donc, aucune société savante ne s'est jamais penchée sur une véritable conduite à tenir chez ces patientes et le lien psycho-émotionnel n'a jamais non plus été évalué. Donc, dans ces groupes de patientes satisfaites, il y a quand même 3 groupes de patientes qu'on peut diviser. Il y a un groupe de patientes extrêmement satisfaites puisqu'elles n'ont presque plus fait de cystite et elles ont été vraiment, j'ai presque envie de dire, enfin c'est un mot un peu fort, je suis désolée, mais j'étais tellement contente de ce résultat, je peux même dire miraculé. Il y a un groupe de patientes qui ont eu une bonne amélioration et puis il y a quand même un groupe de patientes, 27%, qui n'ont pas été particulièrement améliorées. Elles sont repérables assez vite parce qu'en fait, elles ne s'autorisent pas à rentrer dans l'auto-hypnose, disent qu'elles n'y arrivent pas ou qu'elles n'en sont pas capables. Donc, je pense qu'il y a encore d'autres approches qui pourraient soulager ces patientes et j'espère qu'on pourra les trouver. Alors, il y a des limites, bien sûr, à cette étude, hein, c'est que c'est un petit effectif, qu'il y a des diagnostics associés dont j'ai déjà parlé, que ça a été réalisé par l'infectiologue, mais est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient? En tout cas, elles étaient en confiance. Mais peut-être que ce serait bien, justement, pour le côté multidisciplinaire, de pouvoir faire ça par quelqu'un d'autre et de conforter cette étude par des professionnels qui pourraient nous aider à mettre plus de patients dans les groupes. En ce qui concerne les critères d'évaluation, ils sont mixtes, hein, quantitatifs et qualitatifs, mais ils sont pas quand même rigoureusement qualitatifs. Et puis l'évaluation du coût est déclarative. Dans la discussion, j'aimerais insister sur le fait qu'il n'y a donc aucune autre étude dans ce domaine, et notamment il y en a très peu dans le domaine de l'infectiologie. Il y a quelques papiers sur l'amélioration des symptômes dans la cystite interstitielle qui sont intéressants. Il y a beaucoup de choses, et vous l'avez signalé tout au long du congrès, sur la douleur chronique et le syndrome de l'intestin irritable. Et moi, je voudrais insister sur quelques études que j'ai vues qui m'ont semblé vraiment intéressantes sur l'effet anti-infectieux et l'effet sur le système immunitaire, puisque là, il est quand même remarquable qu'un tiers des patients n'a plus du tout d'infection. Et dans les effets sur l'infectiologie, justement, on se rend compte dans les études sur l'herpès, notamment, qu'il y a une stimulation de certaines populations lymphocytaires et une régulation des cellules NK qui peuvent être très intéressantes et qui ont été aussi trouvées quand on regarde ce que fait l'hypnose et l'auto-hypnose pour gérer le stress des examens dans des cohortes d'étudiants. Alors finalement, ce travail, il est assez emblématique pour moi de ce que peut être la médecine intégrative, qui est donc le passage d'une approche centrée sur la maladie, selon la biomédecine, à une approche centrée sur le patient et qui tient compte vraiment de ses particularités, de ses valeurs et surtout de l'intégration de la multiplicité des causes et des solutions. On dit toujours, le système récidivant, c'est multifactoriel et on peut vraiment améliorer ces patients que quand on prend toutes les causes en main et qu'on essaie de les régler les unes après les autres quand on peut le faire. Alors, on a vu que ça améliorait vraiment la relation soignant-patient. Ça permet une approche qualitative vraiment qui permet la satisfaction du patient. Ça permet de réduire l'utilisation des médicaments et dans le domaine de l'infectiologie, limiter les antibiotiques, c'est majeur parce qu'on a en ce moment un vrai problème de résistance aux antibiotiques. Ça permet, quand c'est fait dans un cadre hospitalier ou en tout cas très structuré, une bonne évaluation, la sécurité et l'égalité des soins. Et puis, je suis vraiment très contente de voir que ça va permettre maintenant, enfin, que ça va être enseigné à la faculté de médecine, que ça va permettre d'ouvrir les médecins à tout ça. Et donc, dans notre département de médecine intégrative, pour finir, au CHU de Nice, on va développer des projets de recherche vraiment standardisés avec une méthodologie qui est celle que Grégory nous enseigne, donc sur les invariants méthodologiques, sur un certain nombre de maladies chroniques. Et on va vraiment potentialiser, enfin vraiment privilégier ces études mixtes en gardant dans le côté quantitatif un certain nombre de paramètres qui sont importants pour allier à nous, les médecins qui sont encore un petit peu réticents. Et notamment, on voudrait développer des études sur les facteurs épigénétiques d'inflammation. J'en ai entendu parler un petit peu tout à l'heure, qui sont bien améliorés par ces techniques à la fois nutritionnelles et de gestion du stress et qui on va pouvoir justement valider dans ce genre d'études. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère pouvoir répondre à certaines questions.
Merci beaucoup. Et donc, du coup, avec le mail qui s'affiche très bien, comme ça, les gens peuvent effectivement te demander les études, entre autres. J'ai retenu la phrase de Claude Bernard, le microbe est rien et le terrain est tout. C'est une phrase qui serait tellement, tellement, tellement d'actualité avec la Covid en ce moment. On a un peu oublié le terrain, je trouve, avec le coronavirus, le SARS-CoV-2. J'allais te poser la question, quel accueil au CHU, mais du coup, plutôt bon accueil donc au CHU de Nice et ailleurs, ça fait des émules? Alors au CHU de Nice, on a vraiment cette chance d'avoir un regard porté par notre doyen qui justement a participé à cette conférence des doyens et qui anime l'Observatoire des médecines non conventionnelles. Mais au-delà de son regard, c'est vrai que même l'institution, là, nous aide beaucoup à développer ça, pour l'instant sur le plan, on va dire, un peu structurel et organisationnel. Quand on va passer au côté financier, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais disons que oui, l'approche est plutôt positive. On a un enseignement qui est assez vaste avec un DU d'hypnose, un DU de méditation, un DU de phytoaromathérapie qui a commencé cette année et on espère bien pouvoir commencer aussi l'année prochaine peut-être un DU de médecine fonctionnelle et de médecine intégrative. Donc je pense que le terrain local est assez propice. Après, est-ce qu'on peut essaimer Ben oui, je pense que c'est effectivement, comme on l'a dit tout au long de ce congrès, aujourd'hui le bon moment parce que effectivement, il y a aussi beaucoup d'intérêt dans ce type de médecine avec un autre paramètre qui me paraît fondamental de notre approche, qui est cette approche écologique. Hein, moi, je voudrais faire beaucoup de parallèles entre cette médecine intégrative et l'écologie qui est importante aussi dans l'éco-conception des soins et que c'est important de travailler avec ses mains, avec son cerveau, avec son cœur, peut-être plus qu'avec ses techniques ou ses molécules. Très bien. Et alors, au niveau local, le terrain est favorable. Et au niveau national, je pense à la société de pathologie, d'infectiologie, quoi, de pathologie d'infectieux. Est-ce qu'il y a un accueil là aussi qui est favorable ou tu sens plutôt des réticences ou ça avance dans le bon sens? Alors, très sincèrement, pour l'instant, j'ai pas encore présenté ce travail. Il a été présenté en poster, mais je voudrais effectivement le présenter au prochain JNI, donc Journée nationale d'infectiologie. Nos sociétés savantes quand même, et notamment dans le domaine de l'infection urinaire, insistent pour dire qu'il est nécessaire de mettre en place des techniques qui permettraient de réduire l'utilisation des antibiotiques. Donc je pense que l'accueil devrait être favorable. Il ne va pas passer bien sûr que par l'hypnose. Mais je pense que dans beaucoup de pathologies chroniques infectieuses, notamment les bronchites chroniques, sinusites chroniques, voire même ostéite chronique et la Covid, on a intérêt à utiliser ce genre d'approche. Et d'ailleurs, pour finir là-dessus, nous avons ici monté un hôpital de jour sur les Covid longs. J'entendais parler tout à l'heure de la communication très intéressante de la collègue de l'INSERM. Et on voudrait associer comme ça, on va le faire, quelque chose qui serait de l'approche de l'EMDR, de la psychothérapie, de la nutrition et de toutes ces techniques qui peuvent favoriser on va dire une certaine amélioration de ces Covid longs. Oui, tout à fait. C'est passionnant et effectivement, intuitivement, on se dit bien sûr qu'il faut y aller. Il y avait une question, tu y as un petit peu répondu en fin de topo, mais comment la réduction des cystites peut-elle s'expliquer? L'anxiété a-t-elle un effet sur le système immunitaire, par exemple? Donc, tu as répondu et tu as commencé à ébaucher la réponse. Oui, est-ce qu'on peut creuser un peu? Est-ce que tu peux nous développer un peu? Parce que c'est un lien qui semble là aussi très intuitif. En période d'actualité de Covid, un infectiologue ou un immunologiste célèbre a dit le pessimisme tue les malades, l'optimisme pourrait les sauver. Et c'est ce lien entre le psychisme et le système immunitaire. Alors, je suis 100% d'accord avec cette phrase. Et c'est vrai que je trouve que dans la cystite, il y a les trois composantes qui sont vraiment emblématiques de l'efficacité de l'hypnose. Il y a la composante anxiété, il y a la composante douleur et il y a la composante immunitaire. Et donc, en fait, bon, l'intérêt sur la douleur, tout le monde peut-être le connaît mieux. Sur l'anxiété, je crois que ça marche par des tas de mécanismes, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire bien sûr l'imagination, bien sûr la sensorialité, mais aussi l'équilibre au niveau du nerf vague qui me paraît prioritaire dans cette histoire-là, avec ces neurotransmetteurs qui sont rééquilibrés et cette perception de la douleur qui est aussi, elle, équilibrée. Et puis, je n'ai pas encore assez creusé parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'exemples dans la littérature, mais c'est cette influence sur les populations lymphocytaires et sur l'épigénétique
que personnellement, j'aimerais beaucoup développer avec les mois qui viennent là, pour vraiment avoir des assises très rationnelles et très physiopathologiques. Autre question, tu as partiellement répondu, pouvez-vous, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très intéressé par le protocole, du coup, sur le détail de le genre de script d'hypnose utilisé. Allez, peut-être un peu plus. J'ai pas de script unique, c'est-à-dire que je voudrais vraiment faire c'est forcément individualisé ce genre de choses. Encore une fois, je demande à la patiente son objectif. C'est un objectif qui est individuel. Et moi, après, je travaille sur ses attentes, sur ses voilà. Donc, quand je dis que j'ai utilisé les techniques d'activation de la conscience de Jean Becchiot, c'est des techniques peut-être d'hypnose un peu épurées. J'aime bien cette hypnose parce qu'elle est relativement débarrassée d'un grand nombre de choses peut-être pas forcément indispensables. Et donc, la patiente se l'approprie assez vite. Elle fait intervenir un peu de proprioception, notamment dans l'attitude corporelle et puis dans le début de la séance. Et elles enregistrent leurs séances. Quand je leur fais des séances d'hypnose, elles les enregistrent sur leur téléphone portable. Et puis après, bien sûr, elles refont leur séance à la maison. Mais l'objectif est individualisé. C'est elles qui choisissent. Parce que quelquefois, elles ont des objectifs qui paraissent totalement détachés finalement de la cystite récidivante. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Et j'ai pas beaucoup creusé ça parce que bon, je n'ai pas non plus, je veux dire, je n'ai pas voulu être trop intrusive pour certaines patientes. Mais on se rend compte qu'il y a des connotations très importantes avec des facteurs éducationnels, des facteurs parfois sexuels, des agressions, des choses comme ça. Donc je les laisse un petit peu avec leurs objectifs et moi je leur propose des scripts qui sont assez individualisants. Je crois qu'on a la solution avec ce congrès au trou de la Sécu dont on parle à chaque fois, mais il y a vraiment des choses à creuser parce que quand on voit les dépenses que ça génère par ailleurs et l'inconfort, le manque de qualité de vie, etc., il y a plein de choses à faire et à investir. Merci beaucoup pour cette passionnante présentation.